Avant de parler restauration écologique, il me paraît important de revenir sur 2-3 notions et quelques années en arrière. La première information, c'est que si on regarde ce qui a été fait sur les 50 dernières années, on a essentiellement travaillé sur la lutte contre la pollution. Donc on a fermé des robinets, on a travaillé sur les réseaux d'assainissement et sur les stations d'épuration du littoral. Et donc on a globalement amélioré la qualité de l'eau. Depuis 4-5 ans, notamment sous l'impulsion des directives européennes, on est attentif à ce qu'on appelle la non-dégradation. C'est-à-dire qu'au-delà de rattraper les difficultés du passé, on essaye de faire en sorte de ne pas impacter les milieux, notamment à travers les activités nautiques. Donc la restauration de la qualité de l'eau est accompagnée maintenant d'un volet qui est la non-dégradation. Et en même temps, compte tenu du fait que la qualité de l'eau s'est améliorée et qu'on s'est aperçu que finalement, dans les endroits où elle s'était améliorée, on n'avait pas non plus une qualité de la vie marine, de la faune et de la flore qui était très importante, on s'est posé la question de trouver des outils, des moyens pour booster Dame Nature. L'idée étant d'accélérer en fait le calendrier de restauration de la faune et de la flore. Et la restauration écologique, pour nous, elle s'inscrit pleinement dans cette idée-là. On améliore la qualité de l'eau, on continue à travailler à améliorer la qualité de l'eau, on fait attention à ne pas dégrader les milieux aquatiques. Et dans quelques secteurs, et les secteurs sur lesquels il y a un enjeu en matière d'écologie, eh bien, on essaye de mettre en place des actions pour améliorer les vitesses de reconquête du milieu aquatique. Ce pôle de compétitivité a été créé en 2005. Et à partir de 2009, donc assez tôt dans la vie du pôle, on a pensé qu'il était intéressant de stimuler la restauration écologique. Et pourquoi? Parce que l'homme a créé des environnements artificialisés, notamment les ports. Il est évident qu'on ne va pas changer la nature des ports, puisque c'est nécessaire pour le transport maritime, et qui est très important. Mais l'on a pensé qu'il était possible d'améliorer l'état de l'environnement dans ces structures, dans ces aménagements artificialisés. La restauration écologique, ça veut dire que l'on pense pouvoir améliorer l'état du milieu, l'état de l'environnement, par différents aménagements, bien intégrés à l'environnement. Mais bien sûr, les ports, par exemple, ont été créés il y a fort longtemps. Le port de Marseille a été créé il y a plus d'un siècle, le port de Toulon aussi. Et la question qui se pose, c'est est-ce que l'on peut, dans ces ports qui existent depuis longtemps, avec des structures, des quais, des appontements, et ainsi de suite, est-ce que l'on peut, par des opérations particulières, donc qui ressortent du génie écologique, est-ce que l'on peut améliorer l'environnement de ces milieux? C'est pour ça que l'on a, donc avec l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, entrepris des expérimentations en vue de voir si l'on était capable de restaurer une certaine partie des milieux environnementaux. Donc Jirel va nous permettre de développer plusieurs solutions de restauration écologique. On en a trois volets. Le premier volet, qui s'appelle BioRestore, consiste à aller chercher les larves qui arrivent donc suite à la ponte des poissons au grand large, de les capturer dans des filets spéciaux et de les mettre à l'abri dans une nurserie qui est installée sur le grand port. Dans cette nurserie-là, on va les faire développer jusqu'à une taille refuge, à peu près 2-3 mois, à laquelle on va pouvoir les remettre ensuite dans le milieu sans qu'ils puissent être reconsommés, parce qu'ils auront atteint en fait une taille plus grande que la bouche de leur prédateur. Donc cette technique-là permet de sauvegarder une grande biodiversité qui arrive au large, les sauvegarder de la prédation habituelle du littoral et donc pouvoir sauvegarder cette biodiversité au sein du milieu et pouvoir remettre des adultes qui vont pouvoir bien sûr se reproduire. Un deuxième axe de développement dans Jirel, c'est de développer des prototypes, puis des démonstrateurs et des produits industriels qui vont servir en fait à renforcer l'effet nurserie des ports. Les ports accueillent bien sûr beaucoup de poissons. Ils sont un milieu dans lequel la vie des poissons est quand même à l'abri. Et donc l'idée,
c'est de leur procurer un peu plus d'habitat qu'aujourd'hui, puisque les quais sont quand même relativement droits et dénués de cachettes. Et donc on va développer des structures qui vont être accrochées sur les quais, qui vont permettre de leur fournir un abri, des lieux sur lesquels ils vont pouvoir consommer de la nourriture et donc pouvoir se développer naturellement et là aussi rejoindre le milieu naturel quand ils auront atteint leur taille adulte. Un troisième volet consiste à essayer de s'appuyer en fait sur les infrastructures existantes du Grand Port, notamment la Grande Digue, pour mettre en place ou remettre en place des plantes qui ont disparu en fait, du système, de fait de la mise en place en fait, du béton et des digues. C'est une algue qui s'appelle les cystosères, qui est présente tout autour à la périphérie du port, qui était présente à la place du port et qui a disparu à la mise en place de cette infrastructure portuaire. Et là, l'idée, c'est de replanter cette algue tout au long de la digue. C'est une algue qui peine en fait, à se disséminer et donc il faut qu'on puisse tous les X mètres remettre ces algues-là. Et puis cette algue-là, on espère, va pouvoir reconquérir l'habitat sur lequel elle était bien avant que nous, on soit là, en fait, effectivement. En fait, l'idée du projet, c'est de mettre des habitats artificiels à l'intérieur des ports pour permettre aux jeunes stades larvaires, justement aux jeunes poissons, qui soient au stade post-larvaire, au stade recrue ou au stade de très jeunes juvéniles, de trouver un abri finalement et une zone où ils peuvent se nourrir. Donc c'est proposer en gros le gîte et le couvert à ces jeunes stades larvaires pour qu'ils puissent grossir un petit peu et donc éviter les prédateurs. L'idée, c'est de reproposer, de redonner une fonction de nurserie à ces ports en proposant ces systèmes de cages. En fait, c'est une cage qui est remplie de coquilles d'huîtres qui fait office de zone de nourriture. Et la deuxième, c'est une cage vide dans laquelle le jeune poisson va pouvoir y trouver un abri, un refuge tout simplement face à des prédateurs plus gros. Donc on a 6 ports qui sont équipés de ces habitats. Donc il y a le port de Port-Vendre, le port de Barcarès, le port de Vendre, le port de Agde, le port de Metz à l'intérieur de la lagune de Thau et le port du Brusque qui est dans le Var. Voilà, donc on a ces 6 ports équipés. Le projet, c'est d'installer des habitats à différents endroits de chacun des ports et de faire des suivis très réguliers par le laboratoire du CEFREM, notre partenaire scientifique dans le projet, avec le docteur Philippe L'Enfant, qui, avec son équipe, fait des suivis très réguliers sur les habitats et voit les différences qu'il y a en fait les zones aménagées qu'on a aménagées avec ces habitats artificiels et les zones non aménagées, donc en gros des quais droits qui sont à côté. On a développé une autre solution qui est un autre procédé qu'on appelle le procédé BioRestore, qui est beaucoup plus actif, c'est-à-dire qu'on va, avec des pêcheurs, prélever les larves avant qu'elles ne reviennent coloniser l'habitat côtier. Donc il y a une étape qui se fait avec les pêcheurs locaux, c'est important de le signaler. Donc les pêcheurs vont prélever les larves au large avant qu'elles viennent s'installer sur l'habitat côtier. Donc ces pêcheurs nous ramènent le matin ces larves vivantes dans des glacières aménagées et ensuite elles sont élevées pendant 2 à 3 mois en fait, pour leur permettre d'atteindre une taille suffisamment grande pour pouvoir échapper, comme pour le précédent procédé, aux prédateurs. Et ensuite, elles sont donc réintroduites dans le milieu, donc c'est vraiment un phénomène, un process de repeuplement qu'on vient mettre en place à partir de la collecte de ces post-larves. Alors, le projet qui s'appelle SM des végétaux a été retenu par l'agence de l'eau RMC et le pôle mer PACA pour un projet donc, de restauration des herbiers marins, mais on n'a pas la prétention de restaurer les herbiers qui sont détruits, mais plutôt de mettre au point des protocoles et de les valider par un pilote. Pour cela, le porteur de projet institutionnel, c'est la ville de la Grande Motte qui cofinance le projet. Et on a un certain nombre d'étapes à maîtriser et des protocoles à écrire pour la collecte des graines des espèces des herbiers. Donc 4 espèces pour toute la Méditerranée. Ces espèces, on les a en Méditerranée française et pas très loin de la Grande Motte.
La deuxième étape après la collecte de ces graines, c'est de les conserver, les faire germer, et puis ensuite de pouvoir les transplanter en milieu marin et en milieu lagunaire, parce que sur les 4 espèces que j'ai citées, en Languedoc-Roussillon, 2 des 4 espèces se trouvent uniquement en étang saumâtre. Donc nous, on a jugé utile de ne pas prélever sur un herbier sain, mais de partir de graines qui sont échouées sur la plage, donc vouées à disparaître parce qu'elles sont brûlées par le soleil et desséchées par le vent, et, ou bien ce qu'on appelle des épaves, c'est-à-dire suite à des tempêtes, on a des morceaux entiers d'herbier, le rhizome, la racine et les feuilles, qui sont aussi déposés sur la plage, l'avant-plage ou l'arrière-plage, c'est-à-dire les pieds dans l'eau ou directement sur le sable. Et donc ce matériau qui est voué à disparaître et à ne pas pouvoir se réimplanter dans le milieu naturel, on le soustrait à cette destruction pour le retaper dans la pépinière marine et enfin le transplanter quand il sera prêt dans la mer ou dans les étangs. Donc la problématique de la gestion des sédiments contaminés vient à l'origine d'une volonté du législateur de protéger le milieu marin et donc de limiter autant que possible le rejet en mer des sédiments contaminés. De ce fait-là, les sédiments qui n'ont plus être orientés en mer ont dû être orientés à terre, où ils ont pris le statut de déchets. Et alors s'est posé tout un tas de questions à la collectivité, à savoir quel est le gisement de ce déchet, quels sont les traitements que l'on peut appliquer à ce déchet, quel est son comportement en scénario de valorisation, quel est son comportement en scénario de stockage, la définition des outils de stockage pour les sédiments trop contaminés pour être valorisés, et probablement la plus importante des questions, quel est le modèle économique lié à la gestion à terre de ce déchet. Dans ce cadre-là, le Conseil général du Var a démarré dès le début des années 2000 un contrat d'objectifs qui aujourd'hui fait référence sur le sujet. Le projet Sédimar qui a été essentiellement axé sur la caractérisation du déchet sédiment et l'efficacité des différents traitements. Ensuite, le Conseil général du Var a accompagné différents projets comme Sédimed, comme le projet Sédiplatform et aujourd'hui le projet Cap Sédiment qui capitalise l'ensemble des travaux réalisés sur le sujet en région PACA, dans le Var, mais également au-delà sur l'ensemble du bassin Rhône-Méditerranée-Corse. Donc concernant la restauration écologique, pour le département du Var, dont l'activité économique est étroitement liée à l'activité touristique, la restauration écologique apparaît incontournable pour renforcer, préserver et renforcer l'attractivité de notre littoral. Concernant les sédiments plus particulièrement, la restauration écologique, dans le cas d'espèces, conduit à la création d'emplois par la mise en place d'une nouvelle filière éco-industrielle de gestion du déchet, emploi qui plus est non délocalisable puisque les sédiments de Toulon et du Var doivent être traités et gérés dans le Var. Le site de Cap-Sissier, le projet Rémora, c'est un projet qui prend tout son sens. On est sur un site typique de l'espace maritime et littoral de Méditerranée. C'est un site qui a été fortement dégradé, donc si on s'intéresse à l'histoire du Cap-Sissier, c'est en quelques mots, c'est un site qui a été le réceptacle depuis les années 50, date à laquelle on a construit donc, l'ouvrage qui permettait d'amener l'ensemble des effluents urbains de l'aire toulonnaise sur le Cap-Sissier, jusqu'aux années 97, date de mise en service de la station d'épuration qui a été construite par le groupe Veolia Environnement et qui est exploitée aujourd'hui par les équipes de Veoliao au quotidien.
Le projet Remora est un projet de récif artificiel du milieu marin qui est un projet d'expérimentation sur 5 ans qui va débuter cette année et qui a un double intérêt. Le premier intérêt, c'est qu'il va venir compléter tout le travail qui a été fait sur l'épuration des eaux littorales dans un domaine anthropique important en communauté d'agglomération littorale à forte emprise touristique pendant l'été. Et l'intérêt donc de ce projet, c'est de venir compléter le travail qui a été fait au niveau de l'épuration de la qualité des eaux en venant travailler à la restauration des habitats anciennement dégradés du milieu marin. Et le deuxième intérêt de ce projet, qui est son originalité, c'est la conception même du récif artificiel qui est unique puisque le récif sera de structure légère, souple et rigide, permettant de supporter les aléas des tempêtes et éventuels effets du changement climatique par forte houle, puisque c'est situé au large du cap Sissier. Et cet intérêt également d'avoir une structure souple, c'est aussi une structure modulaire qui va permettre d'en faciliter son retrait de l'eau au bout des 5 ans. Donc ce projet du Cap Sissier, le projet Remora, est un projet important pour la Fondation. C'est un projet qui rentre complètement dans un des axes prioritaires pour nous, qui est celui de la restauration écologique des milieux dégradés. Cap Sissier, cette implantation de récif artificiel est pour nous la première opération en milieu marin, donc c'est très important et passionnant. Passionnant à plusieurs titres, c'est déjà une opération où l'innovation est très importante, puisque ce récif artificiel qui sera implanté est implanté dans la zone d'influence du panache, donc dans une zone qui a été dégradée par des décennies de rejet en eau brute, mais qui aujourd'hui s'améliore par le traitement de la station d'épuration. Et puis c'est aussi un récif innovant, parce que ce n'est pas simplement un récif massif, béton, mais c'est un récif trophique qui a différentes fonctions, donc une fonction nourricière, une fonction d'habitat et une fonction de protection. Donc c'est à la fois le récif tel qu'on le conçoit et qui sera immergé dans quelques temps, à la fois une maison mais aussi une crèche et puis une cantine. Donc c'est un récif qui remplit plusieurs fonctions, ça c'est intéressant et je pense que c'est une première. Le point très intéressant aussi de ce projet, c'est que c'est un projet qui est mené en collaboration avec beaucoup d'autres acteurs et c'est assez peu commun. Donc il y a à la fois évidemment des équipes de recherche scientifique, puisque la dimension scientifique du projet est importante. On parle de l'Institut océanographique Paul Ricard, on parle des scientifiques de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, on parle de nos équipes de la recherche chez Veolia, puisque le fonctionnement de la Fondation, c'est non seulement de cofinancer, mais également d'impliquer sous forme de mécénat de compétences les experts de notre groupe. Et puis il y a d'autres acteurs qui ont rejoint le dispositif, la collectivité, les pouvoirs publics, les collectivités territoriales, des entreprises du secteur. Et donc c'est très intéressant de voir cette approche collaborative fonctionner. Le thème de la restauration écologique, c'est un thème important pour nous, qui est assez peu abordé, mais aujourd'hui effectivement on fait face un peu partout sur la planète, non seulement en littoral mais en zone terrestre aussi, à des milieux qui ont été dégradés par des décennies ou des siècles d'activités anthropiques qui ont complètement dégradé le milieu, et si on ne donne pas un coup de pouce à l'environnement, ce milieu risque de rester stérile à vie. Et donc l'idée pour nous, c'est de pouvoir accompagner à la fois en zone terrestre et puis en zone marine des opérations qui permettent à l'environnement, à la vie, à la biodiversité, petit à petit, on sait que ça prend du temps, mais petit à petit de reconquérir ses droits et de revenir. Donc c'est pour nous un thème important.
Maintenant, la restauration écologique, c'est quoi? Si on essaie de définir ça, on s'aperçoit qu'on a beaucoup de définitions. Il y a des définitions scientifiques, il y a les idées des gestionnaires et on a essayé malgré tout de coupler derrière cette définition les trois notions. C'est-à-dire, on améliore la qualité de l'eau, on diminue les pressions et ensuite, on met en place des actions correctives. Ces actions-là, pour pouvoir les engager, on a besoin de travailler sur quatre items. Ces 4 items sont importants, surtout quand on essaye de développer une politique nouvelle, puisque la restauration écologique reste malgré tout, en tout cas sur le milieu marin, une thématique nouvelle sur laquelle on est encore pour une grande partie sur l'expérimentation. Ces 4 items, ce sont les outils techniques, les moyens financiers, la volonté d'agir et la réglementation. Les outils techniques ont été développés ces dernières années, notamment sous l'impulsion de l'Agence de l'eau et du pôle mer Méditerranée. Donc il y a eu un certain nombre d'appels à projets qui ont permis de lancer des expérimentations. Donc certaines d'entre elles arrivent à terme et on a maintenant des solutions techniques qui fonctionnent. Les financements ont été positionnés, que ce soit au niveau du programme d'intervention de l'agence Sauvons l'eau ou à travers d'autres partenariats avec les collectivités territoriales. La volonté d'agir, nous l'avons, puisque maintenant nous sommes sollicités assez fortement par des gestionnaires de milieu aquatique, par des collectivités pour mettre en place ces opérations de restauration. Reste la dimension réglementaire qui n'est pas forcément adaptée à la spécificité de la restauration écologique en milieu marin, mais qui va sans doute aussi évoluer pour permettre en fait au projet de pouvoir sortir et se mettre en œuvre de façon plus facile. Alors on a vu que sur les 4-5 dernières années, les outils ont été mis au point, les volontés sont là, les financements sont présents, l'accompagnement réglementaire permet d'engager des actions et oui, on peut dire maintenant qu'on est dans une phase un peu plus active en matière de restauration écologique. Alors d'ailleurs, c'est des engagements forts qui sont pris par l'État français au titre des directives européennes, notamment de la directive cadre stratégie pour le milieu marin. Pour autant, il convient encore de travailler sur un certain nombre d'outils et de méthodes, il convient encore de travailler sur une meilleure mobilisation des acteurs locaux et sur un meilleur accompagnement de la réglementation et de la dimension financière. Mais je crois qu'il faut rester optimiste en fait par rapport à ces questions-là. On voit bien qu'avec ces 3 outils-là qui sont maintenant à disposition, la réduction des pollutions, la non-dégradation et la restauration écologique, on a enfin des éléments qui nous permettent d'appréhender les différentes thématiques, les différents enjeux qu'on trouve sur l'espace littoral et marin.